Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux, comme tous les produits de la marque, et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de l'Aléa, le podcast qui parle du risque. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'inviter Corentin Follen. C'est pas que j'ai pris des risques, c'est que les risques étaient très importants. Parce que la prise de risque dans ce métier, c'est comme un pompier où on ne peut pas reprocher à un pompier de prendre des risques, c'est son métier. Il doit prendre des risques pour sauver d'autres gens. Nous, on doit prendre des risques pour raconter. Corentin Follen, tu es photoreporter depuis 2004. Après être passé par différentes agences photographiques, tu deviens totalement indépendant. Jusqu'en 2012, tu couvres l'actualité française et internationale, dont l'élection présidentielle française en 2007, les conflits au Nord Kivu, la guerre en Afghanistan, la révolution orange en Ukraine ou les révolutions arabes en Égypte et Libye. Avant de prendre du recul, du temps, et d'orienter ton travail vers des histoires plus longues et une réflexion plus documentaire comme celle d'Haïti. Pour comprendre comment dans une vie on en vient à prendre tous ces risques, j'aimerais qu'on revienne sur ton adolescence. Qu'est-ce que tu voulais faire à cette époque ? Alors, tu vas peut-être être déçu, mais adolescent, je dessinais énormément. Je voulais être dessinateur. Et donc, je passais mes journées derrière mon bureau, assis sur ma chaise. Donc, rien de très risqué. Au-delà de ça, effectivement, donc c'était l'image déjà qui m'intéressait. Mais pas forcément le terrain, c'était plus l'imagination, l'aventure, les rencontres. Et du coup, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est effectivement la rencontre de l'autre. Comment t'es passé du coup de la BD à photoreporter, au métier de photoreporter ? Je pense que le dessin correspondait à une période de ma vie. J'étais plus introverti, axé sur moi-même, sur mon imagination, le besoin de créer, de m'exprimer en fait. Donc quelque chose de très personnel et qui est aussi l'ennui en classe, qui m'a fait m'exprimer avec ce que j'avais de plus accessible et plus simple, c'est-à-dire un crayon sur les feuilles de papier et ce que j'avais en tête. Et puis en fait, après le bac, j'ai fait une école de dessin, persuadé que j'étais destiné à faire de la bande dessinée. Et puis j'ai découvert la photographie, on avait un cours de photo. Forcément, pour photographier, on est obligé de sortir de chez soi, on est obligé d'aller à la rencontre de la lumière, de l'architecture, et puis des gens, de scènes, on est obligé de se rapprocher. Et en fait, j'ai été passionné par la photographie, et je n'ai fait plus que ça. Et donc après, je me suis installé l'année suivante sur Paris, j'ai trouvé un job, et j'ai commencé par photographier ce qui était le plus évident à Paris et le plus courant finalement, c'est-à-dire les manifestations. Je travaillais à la Fnac Service, où j'étais au comptoir des travaux photos, totalement frustré d'être bloqué en tant que vendeur face à des clients insupportables et à connaître les horaires de chaque manifestation qu'il y avait chaque jour à Paris. Et parfois, entre midi et 2, au lieu d'aller déjeuner, je filais sur le lieu d'un rassemblement. Je restais 1 heure pour photographier. Je rentrais toujours en retard, mais avec la bienveillance de mes collègues qui savaient que j'étais passionné, que t'en avais besoin. et voilà, donc ça a duré 1 an et demi, 2 ans, avant que je quitte totalement mon logement, mon boulot, et que je commence à me lancer comme photographe indépendant. Voilà. Ok. Et du coup, justement, à quel moment t'en as vécu ? Donc, je pense vers 23-24 ans, j'ai commencé à être
à plein temps photographe, mais pas en vivre totalement. Ou enfin, disons que je n'avais pas de gros besoins. Au début, j'ai squatté dans les locaux de ma première agence, Vostok Press. Puis j'ai squatté dans la chambre d'un ami. Et puis après, j'ai ma chérie de l'époque qui avait enfin ses parents avaient un studio qu'elle m'a prêté pendant quelques années. Donc ça m'a permis de ne pas avoir de loyer à payer, ce qui est à Paris en général le coût principal, m'a permis voilà, de me lancer, de vivre de pas grand-chose. Et je faisais 5-6 sujets par jour entre couvrir une manifestation, un meeting politique, une conférence de presse, revenir sur un rassemblement, finir sur une soirée d'inauguration. Voilà, donc j'enchaînais les sujets. Ce qu'on peut faire quand on est photographe de presse à Paris, passer d'un sujet à l'autre, d'une histoire à l'autre, mais vraiment quelque chose de très, très fugace. Et comment on passe des manifestations aux zones de conflit ? Bah, en voulant devenir photojournaliste ou photoreporter, j'ai d'abord baigné dans ces jeunes années de photographe dans le mythe du grand reporter. Pour moi, c'était les images de la guerre du Vietnam. C'est une période qui me fascine, des années 60. Et ce qui est devenu un mythe, puisque plus personne ne peut fonctionner comme ça. Mais effectivement, de passer 1 ou 2 mois sur un conflit, d'enchaîner sur une catastrophe, de repartir sur un autre événement dans le monde. Donc j'ai eu envie de me réaliser là-dedans. Donc j'ai commencé, la période déjà était à la crise et plus personne, ni agence ni journaux n'envoyaient de photographes sur des conflits, ou quasiment plus, il fallait être connu. Et donc moi j'étais jeune photographe qui débutait totalement inconnu dans le métier. Et en fait j'ai payé mon billet et je partais. Je suis parti tous les conflits ou les reportages que j'ai faits, la plupart sont à mes frais. Et c'est comme ça que j'ai acquis aussi l'expérience et que j'ai pu... voilà, mon tout premier, c'était en 2004, fin 2004, au moment de la révolution orange en Ukraine. J'ai pris un bus, je suis parti avec un collègue, on est parti en bus. On a mis 48 heures à rejoindre Kiev. Et on est arrivé le dernière heure du dernier meeting de l'opposant avant la fin du mouvement. Donc voilà, j'arrivais totalement à la bourre, mais pour moi c'était une première aventure, une première histoire. Et en général, t'es resté combien de temps par exemple sur place ? Ça va de quelques jours à quelques semaines. Il faut savoir que quand c'est du reportage de news, on est dépendant de l'histoire, effectivement, qui peut durer des semaines ou des mois, mais aussi de la médiatisation. C'est-à-dire que si l'histoire, il faut être là au bon moment. Et moi, les premiers reportages, j'étais totalement en retard. Donc j'arrivais, ça faisait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que l'événement médiatique... le scoop était déjà sorti. Alors, ouais, pas le scoop, mais effectivement que les médias en parlaient, les médias occidentaux, français, on va dire, en parlaient. Donc moi, le temps que je prenne la décision, prenne le temps d'y aller, forcément, j'étais un peu... J'arrivais déjà un peu, les journaux avaient déjà bouclé leurs histoires. On avait déjà parlé pas mal. Et donc, quand je voyais que dans les journaux, on en parlait beaucoup moins, c'était le moment peut-être de rentrer. Parce que c'est toujours un alliage difficile entre l'investissement financier personnel, le temps passé. C'est-à-dire que le temps passé sur place, si je ne vends pas, c'est du temps... en France où là je peux gagner ma vie, donc c'est très compliqué. On est effectivement vous êtes payé à la photo alors quand on est indépendant, on est payé si on vend son travail. Et effectivement, à l'époque, je vendais non pas des reportages complets, mais c'était plutôt des photos que les journaux achetaient, une par-ci, une par-là, et ce qui n'était pas forcément très rentable. Même pas du tout au début. Donc c'était pour moi aussi le moyen d'avoir ma propre expérience, de vivre ce que je voulais vraiment faire, mais tout le temps tenu en tenaille par ce problème financier. Il faut savoir que quand on part sur un pays comme ça, où il y a une situation difficile, tout coûte plus cher, l'hôtel, les transports, les moyens. Donc avec un petit budget, pas évident de s'y retrouver. Et qu'est-ce qui te motive pour être là dans ces événements ? C'est une passion pour l'actualité ?
mes premières années où j'étais vraiment dans l'actualité, je faisais que du news. C'était autant la passion du reportage, c'était aussi un apprentissage, une découverte d'apprentissage de l'histoire qui était en marche et qui, pour moi, me fascinait. J'avais envie d'être sur place, j'avais envie de vivre cet instant, que ce soit une révolution, que ce soit un conflit. C'est le meilleur moyen, en étant sur place, de réaliser, de se rendre compte. Et j'avais envie aussi que mes photos entrent dans l'histoire, c'est-à-dire j'avais envie on n'est pas là que pour, ça serait totalement hypocrite de dire qu'on est là uniquement pour porter le message, pour sauver la veuve et l'orphelin et pour au nom des grands idéaux de ce métier qui sont tout à fait honorables et qui sont fondamentaux. Mais on est là aussi pour soi-même et surtout quand on est jeune, quand on débute, quand on se cherche, et comme tous les reporters quand on est les premières années, on est là aussi, c'est vraiment une école d'apprentissage. Enfin, il y a pas il existe des écoles de journalisme, mais la vraie école c'est sur le terrain. Donc au début, on est là aussi pour se faire reconnaître aussi dans le métier. C'est-à-dire qu'en tant qu'indépendant, on ne vient pas vous chercher. Et c'est une fois qu'on a fait ses preuves, qu'on a montré qu'on était capable, qu'on a rapporté aussi des reportages, des sujets qui sortent de l'ordinaire ou qui sortent de ce qui se fait. C'est à partir de ce moment-là qu'on vient vous chercher, qu'on fait appel à vous. Donc c'est un métier où on doit commencer en étant sur le terrain. Fin 2008, j'ai lu que tu as vécu ta première expérience sur un terrain de guerre en Afghanistan. Tu es également allé au Congo. Quel risque on prend à se rendre dans un pays en guerre comme l'Afghanistan ? Alors l'Afghanistan, j'y suis allé en partie avec l'armée française. C'est-à-dire que moi j'avais fait une demande pour pouvoir les suivre. L'Afghanistan c'est un conflit particulier. C'est un des rares conflits où on ne peut quasiment pas couvrir l'autre partie, c'est-à-dire celle des talibans. Il y a eu des reportages avec les talibans, mais c'est extrêmement dangereux et complexe. Et on ne peut pas non plus se retrouver entre les deux. On est obligé d'être embed avec l'armée, avec une armée, pour pouvoir aller sur le terrain, notamment parce que les zones sont extrêmement risquées. Il y a eu beaucoup d'enlèvements. Donc l'Afghanistan, c'est un terrain qui n'est pas évident à couvrir comme on pourrait le faire sur d'autres situations. Donc j'étais en partie, chaque jour, moi j'avais trouvé un hôtel à Kaboul. Je racontais aussi le quotidien dans Kaboul, donc je me baladais entre guillemets dans la ville. Et de temps en temps, je partais plusieurs jours avec l'armée française. Et donc j'étais avec eux dans les véhicules, j'étais avec eux sur les bases. Voilà. Le risque, il était d'être pris au milieu d'une attaque. Enfin, c'était un risque et en même temps, c'était aussi ce qui aurait pu être intéressant à raconter. C'est-à-dire qu'est-ce que vivent au quotidien les soldats et qu'est-ce qu'ils subissent quand ils se font attaquer. Donc ça peut être des embuscades et ça peut être aussi quelque chose qui est plus compliqué à raconter, c'est-à-dire et qui est quand même beaucoup plus flippant, ce qu'on appelle les IED, c'est-à-dire des engins explosifs, en général enterrés sur les routes et qui explosent au passage des convois. Donc là, pour un photographe, c'est compliqué à raconter parce que c'est très soudain. Si on est dans le véhicule, on y passe. Donc c'est un peu une espèce de loterie. Et c'était ce qui était le plus flippant pour moi, c'est-à-dire qu'on avait des trajets parfois de plusieurs heures, enfermés dans un véhicule totalement blindé avec une toute petite lucarne pour voir l'extérieur. Et voilà, pas grand-chose à raconter en photo. Une fois qu'on a fait quelques photos de soldats assis à attendre ou sur la tourelle extérieure avec le paysage qui défile, on n'a pas grand-chose à raconter, donc on attend. Et là, c'est le moment où on commence à gamberger en se disant, alors si ça saute, il y a 7 véhicules, j'ai une chance sur 7 que ça tombe sur mon véhicule. Enfin voilà, et je pense comment on se sent ? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? C'est le pire parce que c'est vraiment le sort qui jouera en votre faveur ou défaveur. On ne sait pas quand ça va arriver et surtout on n'a pas de moyen d'action. S'il y a une embuscade et ça tire, à la rigueur, on peut toujours se mettre à l'abri, on peut toujours photographier la réaction des soldats. On a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on est là pour raconter. Une explosion, c'est très fugace et il n'y a pas grand-chose à montrer. Et on se sent, je pense, totalement... Mais je pense que c'est un peu la même réflexion que devaient avoir les soldats. C'est-à-dire, on est là un peu à attendre, passif, sans avoir aucun moyen de gérer ça. C'est le côté... on subit, en fait. Voilà. Bon, il s'avère que ça n'a jamais été le cas, ni en termes d'embuscade, ni en termes d'explosifs. Donc j'ai raconté plutôt les patrouilles,
la sécurité, le quotidien aussi dans les camps, beaucoup d'heures d'ennui à attendre, s'occuper, faire du sport, nettoyer, et des patrouilles à marcher dans les villages. Voilà, donc c'était finalement on avait une vision de l'Afghanistan extrêmement dangereuse, et c'est le cas. Et en même temps, il s'est absolument passé il n'y a eu aucune prise de risque, aucune situation vraiment où j'aurais pu, voilà, où le risque était présent. Ça ne s'est pas vu en fait. Il était latent, mais il n'était pas, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui fait que tu y retournes toujours? Est-ce que c'est la passion Est-ce que c'est l'adrénaline devient comme une drogue? Je ne suis pas devenu accro à ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a quelques années, j'ai mis un peu le holà sur l'actualité chaude, on va dire. Et j'ai pris mes distances et je suis passé à des reportages beaucoup plus posés. Ce qui ne veut pas dire sans risque, mais avec des risques beaucoup plus mesurés. Et en tout cas, je ne me retrouve plus, quasiment plus, sur la ligne de front. On va en parler. Ouais, on va en parler. Qu'est-ce qui pousse? Mais en fait, je pense que quand on est passionné, quand on adore ce métier, on est accro à ça. Et même si maintenant, je suis plus à partir dès qu'un conflit se déroule, j'ai encore ça en moi, c'est-à-dire que j'ai cette envie, je regarde ce qui se passe, aux informations, je me dis si j'y étais, qu'est-ce que je ferais. Je suis frustré en fait, aussi de ne pas y aller, d'avoir loupé tel événement, telle révolution. Par exemple là, récemment, il y avait le début en octobre d'une révolution au Liban, à Beyrouth. Je me suis dit, est-ce que j'y vais pas. Et bon, pour plein de raisons, d'agenda, de famille peut-être. De famille aussi, puisque j'ai un petit garçon, et puis d'engagement professionnel de tout ordre. J'ai pas pu y aller. Mais à chaque fois qu'un gros événement comme ça, médiatisé, arrive, effectivement, à chaque fois, j'ai cet instinct de me dire, est-ce que j'y vais, quand est-ce que j'y vais, est-ce que je pourrais y aller. Et puis très vite, bon, je pense que c'est la maturité, ou en tout cas aussi mon parcours qui a évolué, donc je me dis non mais je suis sur cette histoire, ça serait dommage de la louper, j'ai tel événement, etc. Donc je me suis un peu assagi là-dessus, mais j'ai toujours ça en moi effectivement. Finalement je suis drogué, mais j'arrive à me contrôler. Mais effectivement les années où où je couvrais plusieurs gros événements d'actualité dans l'année, c'était voilà, dès que dans les médias on annonçait le début d'un conflit, d'une révolte ou d'une situation, j'étais extrêmement attentif et je me disais, est-ce que j'ai l'argent pour partir, quand est-ce que je peux partir. Et j'étais beaucoup plus libre parce que j'avais quasiment pas de commandes dans la presse, pas d'engagements familiaux, donc j'étais vraiment prêt à partir, à sauter dans l'avion, et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Quels sont les événements où tu as pris le plus de risques, justement? Là où je pense vraiment, on va clairement dire les choses, mais frôler la mort, c'était pendant la révolution en Libye. J'y suis pas resté longtemps, et pour cause, les troupes de Kadhafi reprenaient le dessus. Donc la situation était extrêmement dangereuse. Les journalistes étaient vraiment pris pour cible, et surtout on était vulnérables. On ne savait pas ce qui allait se passer si Kadhafi reprenait Benghazi. Et là c'est pas que j'ai pris des risques, c'est que les risques étaient très importants. Parce que la prise de risque dans ce métier, c'est comme un pompier où on peut pas reprocher à un pompier de prendre des risques, c'est son métier. Il doit prendre des risques pour sauver d'autres gens. Nous, on doit prendre des risques pour raconter. Voilà, donc c'est pas... Pour revenir sur ce terme, mais disons que je me suis retrouvé avec d'autres collègues dans le désert avec la rébellion qui venait de Benghazi, et on a été plusieurs fois bombardés. Donc le bombardement, c'est une situation très stressante, surtout au milieu du désert sans aucune protection. C'est que on attend que ça se passe, la bombe tombe, on ne sait pas où elle va tomber, et c'est un peu, on en revient à ce qu'on disait sur l'Afghanistan, mais c'est une situation très désagréable, au-delà de la violence de ce qu'est un bombardement, et qu'on a aucune emprise sur le réel, et on subit ce qui se passe. On n'est pas dans l'action. Donc, et à ce moment-là, effectivement, les bombardements, les tirs aussi, à plusieurs kilomètres, des troupes de Kadhafi, et des balles qui vous sifflent, qui vous frôlent, qui explosent à vos pieds, et vous courez, vous êtes dans le désert, donc il y a tout est plat, aucune manière de se protéger, et surtout les rebelles qui fuient. On attendait des heures, et puis dès que les combats commençaient,
comme c'était des combats à distance, ils n'avaient pas les moyens de répliquer et en fait ils s'enfuyaient. Et donc ça c'est une situation de panique en fait. Et tout le monde panique et vous, vous êtes là pour faire des photos et au moment où l'action commence, et ben en fait c'est le moment de partir. Donc c'est extrêmement frustrant professionnellement. On a l'impression d'être totalement inutile, de ne pas faire son travail et d'être dans une... On pense au travail à ce moment-là. Bah oui, moi je suis là pour ça. Je suis justement pas là pour uniquement regarder et vivre l'action. Je pense qu'il y a peut-être des reporters... Malgré la panique. Malgré la panique. Mais au final, comme tout le monde s'enfuit, l'idée c'est de rejoindre sa voiture et son chauffeur avant que lui-même panique et vous laisse en rade au milieu du désert. Donc c'est une situation qui a duré plusieurs jours, avec très peu de photos. Et au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, là, j'attends juste le moment où c'est moi qui me prendra la balle. Tout ça pour pas grand-chose. Donc on a eu des discussions on était plusieurs photographes ensemble, indépendants, pour pouvoir se payer un chauffeur voiture, qui était un étudiant d'ailleurs, c'était pas son métier, un étudiant libyen, mais qui était lui aussi complètement flippé à certains moments, parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude de ça. Donc voilà, c'était beaucoup de discussions autour de la prise de risque. Et comme la situation tournait en la défaveur de la rébellion avec qui on était, à un moment donné, avec d'autres confrères, consoeurs, on a pris la décision de rentrer. Et moi, c'était vraiment la peur qui me faisait l'instinct de survie, en me disant, en fait, j'ai pas envie d'y rester. D'ailleurs, quelques jours après, il y a eu 2 confrères qui ont été tués. Donc voilà, il y avait vraiment un sérieux risque. Et moi, j'ai vu mes limites, en fait. Donc c'était en 2012, si je me trompe pas, 2011. J'ai vu les limites justement de cette recherche d'adrénaline que j'avais, parce qu'il y a l'excitation effectivement du terrain. C'est ce qui permet aussi de rester, parce qu'on n'a aucune raison, si on est censé, on réfléchit, on n'a aucune raison de vouloir prendre des risques. La peur, c'est vraiment l'instinct animal qui vous permet de survivre. Et nous, on doit se battre contre cet instinct qui nous dit « mais non, mais n'y va pas, c'est dangereux ». Et dans ce métier, on a tous un peu, je pense, une dose d'inconscience, plus que la moyenne, pour pouvoir continuer de rester et prendre ce risque. Et c'est ce que j'ai toujours eu, on en parlait vite fait dans mon enfance, mais j'ai toujours aimé prendre un peu plus de risques, toujours faire les choses, et même encore au quotidien, pour des choses banales, grimper dans un arbre, rouler en scooter. J'ai toujours ce moment où... ok, il y a un petit risque, mais allez, je peux le prendre, je suis pressé, je peux le prendre, j'ai envie de... J'aime bien frôler un peu cette limite sans être totalement casse-cou, mais j'aime bien prendre un peu plus peut-être que la moyenne ce risque. Parce que c'est là où on se sent vivre, c'est là où on se sent vraiment pleinement vivant. Alors c'est peut-être une phrase peut-être cliché, mais on se sent jamais autant vivant que quand on frôle la mort. C'est une phrase qu'on peut entendre souvent, mais qui est vrai en fait. On a besoin, je pense que quand on fait ce métier, on a peur du quotidien, on n'est pas fait pour avoir des horaires, on n'a pas d'horaire, on n'a pas un bureau où tous les jours on pointe, et on a besoin d'être sans cesse, chaque jour, vivre une situation différente. Et aussi palpitante, qui nous tient en vie en fait. Je pense les reporters sont comme dans d'autres corps de métier à risque, on a besoin de vivre des émotions, de vivre intensément les choses. C'est ce qui nous fait vibrer en fait. Mais les syndromes post-traumatiques existent ? Comment Oui. Ils sont pris en charge ? Alors, ils sont pris en charge que si on décide de les prendre en charge. Alors, je sais que dans les rédactions, pour les salariés, de retour de conflit, ceux qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec un psychologue, peuvent être à l'écoute. Parfois, il y a un débriefing. Mais ça, c'est pour les grosses rédactions. Quand on est indépendant, en fait, c'est à soi-même de gérer avec le désir de le faire déjà. C'est une barrière, je pense, mentale. Et on en parle de plus en plus dans le métier, mais il y a encore 15 ans, c'était un gros tabou, ce qu'on appelle les PTSD. Le syndrome, en gros, d'un traumatisme que peuvent vivre d'ailleurs pas que les journalistes, mais les humanitaires, les soldats, n'importe quelle personne qui vit un traumatisme violent, un accident, une attaque armée ou une agression. Et alors moi, j'en ai eu. Rentrant de Libye ? Alors en fait, j'ai jamais eu de cauchemar. J'ai jamais été réveillé en pleine nuit, comme on peut imaginer, comme on peut voir dans certains films,
totalement torturé par des images de cadavres qu'on a vus, de personnes blessées, d'explosions, ce genre de choses. Je pense aussi que j'ai su m'arrêter au moment où effectivement je me suis rendu compte que le danger physique, c'était pas en gros, j'étais pas suffisamment accro à l'adrénaline pour prendre autant de risques. Et aussi, je me suis dit, j'ai pas envie de finir plus tard bourré de TOC totalement dépressif, alcoolique et totalement mégalo à parler de moi j'ai fait tel conflit, moi j'ai couvert, comme certains vieux briscards de la profession peuvent devenir. Et c'est vrai que, alors c'est aussi peut-être un stéréotype, mais c'est une réalité aussi. Mais voilà, il y a des travers du métier qui me faisaient pas rêver en fait. Parce que ça me faisait pas rêver, parce que j'étais pas profondément cette envie et ce besoin, ce désir d'être uniquement que sur des conflits. Et puis, ça c'est plus une réflexion plus personnelle et plus professionnelle, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est d'aller plus en profondeur dans des histoires et pas forcément suivre que des hommes armés, que des situations voilà, sur la ligne de front. Il y avait des choses beaucoup plus tout aussi intéressantes à raconter. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon travail sur Haïti, qui n'était pas un travail lié à une actualité. En 2017, selon Reporters sans frontières, 65 journalistes ont été tués dans le monde. Aujourd'hui, le métier a beaucoup changé. Les journalistes et notamment les photographes sont devenus une cible. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Je pense que c'est l'arrivée d'Internet qui a changé profondément la manière de faire le métier et la manière dont notre métier est perçu. Avant Internet, le seul moyen de s'informer, c'était un journaliste qui était sur le terrain, qui enregistrait, filmait, photographiait, écrivait, envoyait les informations à son journal, qui les publiait. Et c'était basiquement la manière d'informer les populations d'un pays. L'arrivée d'Internet et surtout l'arrivée du smartphone, c'est-à-dire d'un téléphone avec lequel on peut filmer ou photographier et envoyer directement l'information, le poster en ligne. Donc les réseaux sociaux. Donc la combinaison d'Internet, réseaux sociaux et smartphone a fait que l'information, elle est en direct constamment et n'importe où. Au fin fond du Bangladesh, de la Mongolie ou des États-Unis, on n'a plus besoin, entre guillemets, d'envoyer un journaliste pour savoir ce qui se passe. Donc l'information a totalement été chamboulée. Du coup, les populations, les gens, sur toute la planète, ont une conscience à peu près du même niveau du rôle d'un journaliste. C'est-à-dire que les gens sur place sont eux-mêmes journalistes. Ils informent. Alors, ils ne sont pas journalistes parce qu'ils ont un point de vue totalement orienté par rapport à leur désir de faire passer un message. Mais c'est eux qui gèrent, pour eux, l'information qu'ils veulent donner. Et là, d'un coup, les journalistes ne sont plus les seules personnes qui peuvent un peu porter leur parole, mais ça devient un groupe, pas un lobby, mais en tout cas une institution qui va porter une parole que eux pourraient maîtriser. On devient une cible, c'est-à-dire qu'on dérange. On n'a plus besoin de vous, les journalistes, parce que nous-mêmes, on peut faire notre propagande, et ce que vous appelez l'information devient insupportable, et surtout, on peut tenter de la contrôler. Donc, on est devenu une cible. On est devenu d'abord une cible de monnaie d'échange. Les premiers enlèvements de journalistes, alors j'ai pas de date, mais je pense que c'est les années 70-80, on devient d'un coup, pour des groupes armés, on devient un potentiel d'intérêt, et puis après, on devient aussi, on dérange, et donc on doit nous faire taire. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes, de médias, de médiums, dans tous les pays maintenant. Alors, des journalistes indépendants, des journalistes citoyens, donc qui mélangent et l'information en bas de chez eux, parfois souvent engagés, mais il n'y a jamais eu autant. Du coup, on devient vraiment l'ennemi à abattre. Celui qui apporte le message devient le responsable de l'information. Donc, c'est un métier qui maintenant devient très compliqué. Aussi parce que si on dit quelque chose, tout de suite derrière, au-delà de tous les commentaires, les trolls et toute personne qui a son mot à dire et peut le dire, parce que maintenant sur les réseaux, chacun peut prendre la parole, donc c'est une cacophonie totale. Tout est controversé, tout est remis en question, mais également ce qu'on dit, et c'est plutôt bien sur la valeur de l'information, c'est ce qu'on dit peut être vérifié tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut annoncer un chiffre, on peut annoncer un événement, derrière n'importe qui peut prouver que non, il n'y avait pas autant de personnes, regardez, j'ai une image, on voit qu'il y a moins de monde ou plus de monde, non, j'ai fait des recherches, le chiffre que vous avancez, la date que vous avancez
le nom que vous avancez n'est pas vrai, la personne en question citée peut y répondre. Donc il n'y a jamais autant d'informations et de désinformations. Et c'est ça, c'est l'enjeu maintenant de notre société, la civilisation des êtres humains. C'est qui croire, de quelle manière, où se trouve la bonne information. Corentin, tu es en couple, tu as un enfant. Comment, quand on est photoreporter, on gère l'éloignement avec sa famille ? Quand j'ai eu mon bébé, je m'étais déjà un peu calmé sur les situations à risque, les reportages de terrain, où je prenais vraiment des risques. Mais c'est pas non plus l'arrivée du bébé qui m'a fait totalement arrêter, changer de voie, de métier. J'avais déjà pris un peu du recul avant, donc ça a été un peu facilité. Et forcément, les premiers mois, la première année, on part plus du tout. Enfin, si, je suis parti, je crois, quand même au bout de peut-être 6 mois. Mais la maman du bébé aussi est journaliste et part aussi sur le terrain. Donc on a chacun conscience de notre métier et on permet chacun, quand il y en a un qui part, l'autre s'occupe de l'enfant et c'est pas un souci là-dessus. Bien sûr que du coup on a une prise de conscience qu'on n'est plus seul, qu'on est responsable d'un être humain qui a besoin de vous et pas que au quotidien mais sur le long terme. Donc effectivement on y réfléchit. Je pense pas que c'est changé. Je me suis jamais dit non là pense à ton fils, n'y va pas. Ça m'est jamais arrivé. Je continue à aller sur le terrain et sur des moments risqués, avoir la même démarche de gestion du risque, que ça soit en Haïti où la violence de la rue peut arriver, mais que ça soit aussi sur d'autres terrains. Quand vous rentrez, vous en parlez ensemble ? J'ai jamais vraiment parlé de... Je peux parler de plein de choses, mais c'est vrai que en général, quand je rentre ou quand je rentrais de reportage, j'aime pas parler de ce que j'ai vécu. Il n'y a que entre reporters qui sommes allés sur le même terrain où on peut se comprendre et on peut en discuter. Mais je suis quelqu'un j'ai du mal à raconter mes propres histoires. J'aime bien raconter les histoires des autres. Je suis fasciné par la vie des gens. Mais ma vie à moi, je la trouve pas... spécialement fascinante et suffisamment, et je sais pas raconter des histoires, c'est ça le problème aussi, donc je raconte très rarement mes expériences de terrain, sortir l'anecdote, raconter comment ça s'est passé dans les détails. C'est pas un besoin pour exorciser? Non, pas du tout. Enfin, moi j'ai absolument pas ce besoin. Aujourd'hui tu ne fais plus de photos de guerre, tu dis dans une interview où on en a parlé que tu vois tes limites, que tu n'es pas accro aux armes, à la guerre et à la violence, et que tu quittes le conflit. Est-ce que finalement tu as réalisé que tu avais pris trop de risques et que tu arrêtais par peur? J'arrête pas uniquement que par peur, je me suis fait peur. J'ai perdu 2 très bons amis, Lucas Dolega et Rémi Hochlik, 2 années consécutives, qui eux étaient sur... le premier, Lucas était en Tunisie au moment de la Révolution, il a été tué par un policier, et 1 an après, Rémi Hochlik était en Syrie, et lui il a été pris pour cible et bombardé par le régime de Damas. Donc à ce moment-là, on était de la même génération, on a été ensemble sur les mêmes conflits, et d'un coup, c'est la convergence de plein de points. Je pense que j'arrivais à une réflexion, à l'aboutissement ou au début d'une réflexion sur ce que je voulais raconter. Est-ce que c'est vraiment le news show qui m'intéressait? Quand je me retrouvais de plus en plus avec 10, 20, 50 ou 100 journalistes ou photographes au même endroit à faire les mêmes photos, je me suis demandé, moi en tant qu'indépendant, quelle était ma place, qu'est-ce que j'apportais à l'histoire ou à l'événement. J'ai vu effectivement, je me suis fait peur en Libye, j'ai vu les limites, et puis le début aussi du danger qui commence un peu à venir grignoter votre conscience ou votre inconscient. Et puis ces 2 amis que j'ai perdus, cette idée en moi de me dire que je serais le prochain. Donc là, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie. Alors j'avais cette envie, c'est-à-dire qu'au moment où la révolution, juste après la révolution de Libye, la révolution en Syrie a commencé, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et je me suis rendu compte que c'est pas moi qui avais envie, qui était intéressé d'aller raconter ce qui se passait pour montrer ce qui se passait, c'est que mon parcours professionnel
après avoir couvert tel et tel conflit, telle situation, m'obligeait à y aller. Il fallait que j'y sois, mais j'avais pas du tout envie d'y aller. Et donc là, je me suis dit, mais c'est complètement absurde. Je suis totalement flippé à l'idée d'y aller, mais je vais me forcer à y aller parce que pour le boulot, parce que c'est une suite logique, etc. de ce que je fais. Et je me suis dit, mais non, voilà, donc j'étais pris dans un questionnement très personnel, déroutant, bourré de contradictions. Et puis j'étais très critique aussi sur la manière dont une partie du métier fonctionne. C'était pas moi qui estimais que c'était important d'y aller, c'était que la médiatisation de la situation me poussait à chaque fois à partir. Pour des raisons parfois uniquement économiques, parce que comme je suis indépendant, je ne peux repartir que si je gagne ma vie. Donc pour gagner sa vie, si on est là au bon moment de la médiatisation de l'événement, on arrive à vendre ces images. Si on est là juste après, on vend aucune image. Toute cette réflexion a fait que j'ai pris du recul. Ça n'a pas été facile parce que ça fonctionnait bien. Ce que je faisais, je vendais, j'étais reconnu, j'avais des prix, etc. Donc la prise de risque a été à ce moment-là de changer d'orientation, en tout cas de partir sur mon travail sur Haïti, où là, personne ne m'attendait. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai réalisé un travail de fond que je n'ai pas vendu tout de suite et que j'ai fini par vendre et réaliser un travail suffisamment conséquent pour être reconnu. Mais ça aussi, ça a été une prise de risque. Avoir l'honnêteté intellectuelle de me dire que je faisais jusqu'à présent ce travail, pas forcément pour les bonnes raisons. Je le faisais bien, hein, et c'était relativement utile, mais qu'est-ce que j'apportais vraiment au regard quand on est à 50 photographes et qu'on fait à peu près la même photo et qu'on l'envoie aux rédactions. Alors certes, peut-être dans le lot, notre photo est publiée, mais j'avais pas l'impression d'apporter une vraie réflexion. Je faisais une photo que tout le monde faisait, qui était publiée sur un article ou dans un journal que je ne choisissais pas, avec un point de vue que je ne choisissais pas, ou un titre qui ne me correspondait pas forcément. C'est quoi les risques à Haïti que tu prends aujourd'hui ? Haïti, les risques qui sont quand même relatifs, mais le plus gros risque, et d'ailleurs même sur les terrains de conflit, le plus gros risque, c'est l'accident de voiture. Parce que les routes sont en mauvais état, parce que la conduite dans beaucoup de pays est assez, on va dire, sauvage. Souvent, je me suis toujours dit que je finirais mort écrasé dans un accident de la circulation au fin fond d'un pays. Plutôt qu'une balle dans le cœur ou l'appareil photo à la main de façon héroïque. Et on en parle souvent entre confrères, consoeurs, du risque de l'accident. En fait, c'est ça, c'est peut-être le plus gros risque. Et puis il y a aussi le risque criminel. Maintenant, le plus gros risque, c'est d'être pris à partie en tant que photographe ou en tant que journaliste. Ce qui m'est arrivé en Haïti, je m'en suis toujours bien sorti parce que je connais bien les gens, je connais comment la situation peut très vite chauffer, peut être pris à partie. Quand on est pris à partie par une foule, c'est très compliqué à gérer. C'est peut-être parfois plus compliqué que finalement quand ça tire, où on se dit là, si je me mets ici, je suis physiquement à l'abri, j'attends, c'est des prises de risque, j'ai peu de chances de me prendre une balle perdue. Par contre, quand on est pris à partie par une foule, ça peut très vite déraper, et en Haïti également. Et l'année dernière, je couvrais une manifestation en Haïti. Alors j'avais un casque, je me suis pris plusieurs grosses pierres sur la tête. Heureusement que j'avais le casque. J'avais pas le casque, j'y passais, ou en tout cas j'étais dans un sale état, et j'ai fini par me prendre une énorme roche dans le dos. Ça m'a mis complètement à terre, et toute l'après-midi je suis rentré. Donc c'est des prises de risque, mais ça peut être du racket, ça peut être un coup de couteau, ça peut être on peut être arrêté par la police, c'est pas forcément des risques, on risque pas forcément sa vie. De toute façon, faire une photo, prendre un appareil photo, sortir dans la rue, mais même en France, on peut aller dans des quartiers compliqués. Être photographe, c'est prendre le risque. Enfin, faire une photo, c'est prendre le risque d'être agressé, invectivé, bousculé, frappé. Et c'est pas forcément les pays les plus dangereux en termes de criminalité, ou en tout cas de. Par exemple, quand on voit quand Reporters sans frontières sort sa carte, son compte rendu des journalistes qui sont tués,
ou arrêtés ou blessés. C'est souvent d'ailleurs les journalistes locaux, alors c'est-à-dire un journaliste du Venezuela a 1000 fois plus de chances, enfin de malchance plutôt, de risque d'être arrêté et tué par son propre gouvernement qu'un journaliste américain ou français ou chinois qui viendrait au Venezuela. Finalement, j'ai la chance en tant que journaliste français avec un passeport européen, avec une valeur, c'est terrible à dire, mais une valeur diplomatique plus respectée. J'ai plus de chances de m'en sortir si je suis arrêté, comme j'ai été arrêté en Égypte pendant la Révolution. Bon, une heure après, j'ai pu sortir parce que j'étais français. J'aurais été journaliste égyptien, je restais plusieurs mois avec une mobilisation qui n'est pas forcément internationale et un oubli qui se fait. Donc voilà, c'est le risque, effectivement, il y a le risque du terrain, mais il y a le risque aussi de la valeur de monnaie d'échange qu'on représente. Après, aussi en tant que photographe, journaliste français, blanc, européen, je peux être aussi une monnaie d'échange, et donc je peux être ciblé dans certains pays, et de plus en plus, comme étant source de revenus, source de pression diplomatique, d'échanges. Voilà, on sait qu'il y a des journalistes qui ont été occidentaux, on va dire, qui ont été échangés contre la libération de prisonniers. Voilà. Donc cette prise de risque, elle n'est pas flagrante, mais elle existe. Dans tes derniers projets aussi, j'ai entendu parler de l'Ardon Premier. Est-ce que c'est pas une prise de risque justement de sortir de ta zone de confort avec ce genre de projet ? Oui. Alors c'est bien qu'on en parle aussi dans la prise de risque, parce qu'il y a la prise de risque physique et puis il y a la prise de risque professionnelle. Et c'est, je pense, celle qui est peut-être pas la plus évidente, parce que mon travail a été remarqué en tant que photojournaliste, photographe de news, photoreporter, donc sur des sujets qu'on dirait respectables, avec une ambition internationale, avec un message sur des valeurs qui sont facilement acquis à la cause et qui représentent une démarche intellectuelle assez estimable. Et puis en fait, j'ai aussi ce besoin de m'exprimer. Ah, ça, c'est, je pense, mes années d'artiste et de formation artistique et de besoin aussi de créativité. J'ai aussi ce travail que j'ai fait sur mon fils, qui est un travail sarcastique sur l'arrivée, la naissance de mon enfant, où je me moque littéralement de lui et de ses poupons mais je me moque surtout parce qu'en fait, même si c'est un travail où il y a de l'humour et de la caricature, c'est un travail qui a du fond. C'est-à-dire, c'est une réflexion aussi sur qu'est-ce qu'être parent, qu'est-ce que dans notre société actuelle, cette fascination qu'on a sur de la marmaille, des lardons, des espèces de gros tas de graisse qui débarquent et qui deviennent d'un coup, où les parents d'un coup deviennent totalement esclaves de ces enfants, de leurs enfants. Tout tourne autour de leur progéniture. Il y a une fascination, on les surprotège, on surinvestit sur eux. Enfin, il n'y a qu'à voir. Moi, les rares fois où je suis rentré dans une boutique uniquement pour les bébés, les nouveau-nés, c'est les 3/4 de ce qui est vendu. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est un espèce pas faux. Non, mais c'est absurde. On vend des sièges qui s'inclinent, qui tournent, qui font de la musique, qui bercent, alors qu'en fait, au final, ne pas s'en servir. Un bon coussin, on pose le bébé dessus, il s'endort et puis basta en fait. Donc c'est un travail effectivement photographiquement totalement où je mets en scène mon fils, qui correspond pas du tout à un travail de photojournaliste, qui est un travail purement on va dire artistique, et et là d'un coup les gens ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est que ce travail. Alors une grande partie ont trouvé ça plutôt drôle, plutôt ce côté caricature un peu grotesque, mais avec un message de fond assez intéressant. Je sais que d'autres n'ont pas dû comprendre mais d'un coup l'image que je devais avoir d'un reporter de terrain avec grands discours et ce qu'on entend souvent dans notre métier, en fait, on peut aussi ne pas que se prendre au sérieux. C'est ça la richesse aussi de notre métier de photographe, c'est que tout est possible. On peut aussi faire un travail qui raconte d'une autre manière.
Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose à raconter. Moi, tout ce que je fais, il y a toujours un message, c'est toujours un parti pris, c'est toujours un engagement de ma part, même si c'est de la dérision, même si c'est de la... J'ai fait un travail aussi qui s'appelle Epectase, donc c'est un duo que j'ai avec un ami documentariste, Jérôme Clément Vils, et on a fait un travail purement artistique où lui se met en scène, où on le met en scène, dans des situations complètement surréalistes, absurdes, décalées, et on se moque un peu de notre société, ou d'une partie de notre société. Et voilà, ça c'est un travail aussi qu'on a fait, mais la photographie est vecteur d'un message, et il y a plein de manières de le porter. J'ai créé ce podcast pour inspirer mes auditeurs sur les différentes prises de risques. J'aimerais ainsi savoir ce que toutes tes expériences t'ont apporté. Je pense qu'il y a un mot, un terme qui est fondamental dans la prise de risque, c'est la liberté. On n'a qu'à voir un peu, au moment là, tous les pays qui sont et les peuples qui se révoltent, qui prennent des risques physiques, ils se mettent en danger pour une seule raison, c'est la liberté. La liberté de s'exprimer, la liberté de vivre. Et je pense que notre métier en tant que photographe, il est intimement lié à la liberté. Parce qu'en tant que journaliste, on se bat chaque jour pour avoir la liberté d'informer, pour avoir la liberté d'aller sur place, d'accéder là où on ne veut pas qu'on soit, là où on refuse. Et en prenant des risques, il y a des journalistes qui prennent des risques financiers parce que quand on fait une enquête, quand Mediapart fait une enquête sur des sujets extrêmement touchy, politico-financiers, ils prennent des risques d'avoir des procès, ils prennent des risques d'avoir une enquête, un redressement fiscal. Donc c'est une prise de risque. Donc en fait la liberté elle est vraiment le vecteur de notre travail. Et en prenant cette part de liberté, je pense qu'elle nous libère aussi. Elle nous libère parce que quand on va sur le terrain et qu'on se rend compte comment vivent les gens, quels risques ils prennent chaque jour pour parler, pour oser s'exprimer, pour oser critiquer. Nous, en tant que Français, je me dis, mais en fait, la liberté que j'ai encore la chance d'avoir dans mon pays, elle n'a pas toujours été le cas. Elle peut être mise en question sans arrêt, et surtout en ce moment où la liberté de s'exprimer, la liberté d'opinion, la liberté de dire les choses n'est pas forcément acquise en fait. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort mais qui a peur ? La question c'est pourquoi elle a peur ? Qu'est-ce qui motive sa peur ? Est-ce qu'elle a peur de se déstabiliser professionnellement ? Est-ce qu'elle a peur de se déstabiliser personnellement, familialement ? Et la question c'est surtout sa motivation. Moi en tant que photographe, c'est un métier où on est sans arrêt en train de devoir se faire peur. Parce que personne vient nous chercher pour nous dire tiens, va faire ce reportage, va raconter cette histoire. En fait, ce qui est le plus... paralysant, c'est la décision d'acheter son billet d'avion. Une fois qu'on a le billet d'avion acheté, en fait, plus le choix. Il n'y a plus le choix. On va forcément, on est parti en fait. Et là, la peur disparaît et le risque, ça se contrôle au jour le jour dans le quotidien. Mais le plus paralysant, c'est de la décision en fait. C'est ça qui est le plus effrayant. Toute dernière question que je pose à tous mes invités. C'est quoi ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement ? Le risque, c'est de ne rien faire. Le risque, c'est l'ennui. Le risque, c'est de se retrouver dans un choix de vie, dans une vie qu'on n'a pas choisie. Et je pense que, effectivement, dans notre société, on ne supporte plus le risque. Je pense que dans notre vie, on ne peut se construire qu'en prenant des risques. Si on a un rêve en tête, si on a un désir, bien sûr qu'on doit prendre des risques. C'est inhérent. S'il n'y a pas de risque, si on ne prend pas de risque, c'est que de toute façon, ce qu'on va faire va intéresser personne et ne va rien raconter d'extraordinaire. On va rester dans le moyen, dans le médiocre. Et ça, c'est fondamental. Il faut repousser les limites sans arrêt, en fait. Avant de vous quitter, quelques petites infos en plus. N'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram lalea.podcast. À bientôt.